1er mars 1953. Une lampe est allumée derrière une porte. À l'intérieur, un homme est étendu par terre. Il ne se relèvera pas. Dehors, dans le couloir, des gardes immobiles. Ils ont entendu du bruit aux petites heures du matin. Ils ont hésité. Puis ils ont patienté. La consigne est simple, absolue, inscrite dans les os de chaque homme de service dans cette maison. Personne n'entre sans convocation. Enfreindre la règle, c'est mourir. Alors personne n'entre. Cette maison, c'est la datcha de Kouncevo, une résidence en bois dans une forêt de pins en banlieue de Moscou. À la fin de sa vie, Iosif Vissarionovitch Staline y vit presque en permanence. L'homme étendu derrière la porte, le dirigeant de l'Union soviétique, celui qu'on appelle Joseph, a 73 ans. Pendant des décennies, il a travaillé 16 à 17 heures par jour. Maintenant, il regarde un point fixe pendant de longs silences. Ses contemporains décrivent des gestes plus lents, une confusion sur les noms, quelque chose qui s'éteint par degrés. Un garde de la datcha, dont le témoignage ressortira des archives déclassifiées dans les années 90, dira plus tard « Il avait l'air d'un homme qui attend quelque chose, mais qui ne sait pas quoi. Peut-être sentait-il que le temps tirait à sa fin. Ou au contraire, il ne sentait rien, parce que le cerveau abîmé par des années de surcharge et d'hypertension ne donnait plus une lecture complète de la réalité. » Pour l'instant, derrière cette porte, la lumière brûle. Personne n'ose tourner la poignée. Et la question est déjà posée, dès cette première minute. Cet homme est-il simplement tombé, ou quelqu'un, cette nuit-là, voulait qu'il ne survive pas? Pour comprendre ce qui se joue dans ce couloir, il faut remonter quelques semaines en arrière. Janvier 1953. Moscou. Les journaux publient une nouvelle qui traverse le pays comme une décharge. Dans la Pravda, un titre qui semble sorti d'un autre siècle. L'affaire des blouses blanches. 9 médecins du Kremlin, dont 6 sont juifs, arrêtés, accusés d'avoir empoisonné des dirigeants, d'avoir saboté des traitements, tués de l'intérieur. Parmi eux, des praticiens qui ont soigné Staline lui-même pendant des années. L'accusation est monstrueuse, délirante, et pourtant elle occupe les unes. Dans les hôpitaux, des patients refusent désormais d'être soignés par des médecins au patronyme juif. Des professeurs sont renvoyés de leurs instituts. Dans les rues, des regards en biais, des murmures, des dénonciations griffonnées sur des bouts de papier. Plusieurs historiens, qui travailleront plus tard sur les archives, avanceront une hypothèse glaçante. L'affaire des blouses blanches n'était qu'un prologue, une répétition générale avant une déportation de masse, sur le modèle de ce qui avait été fait aux Tchétchènes et aux Tatars de Crimée en 1944. Des trains seraient prêts, des lieux désignés en Sibérie et au Kazakhstan. La mécanique habituelle. L'atmosphère à Moscou, au début de 1953, est celle d'un pays qui se prépare à un nouveau tremblement de terre. Et au centre de cette atmosphère, un vieil homme dans une datcha en bois qui regarde un point fixe et ne dit presque rien. Qui est-il vraiment, ce vieil homme ? Pour le comprendre, il faut aussi regarder les affiches. Elles sont partout, depuis des années. Le profil tourné, la moustache, le regard porté vers un horizon que personne ne voit. Sur ces affiches, il sourit. Il est jeune, ou du moins il semble jeune. Il est partout. Il est tout. Mais dans la datcha de Kouncevo, l'homme qui marche entre ces pièces ne ressemble plus à l'image. Il marche lentement, il parle peu. Ses silences sont longs. Quand il dîne, et les dîners sont un rituel sacré dans cette maison, il boit peu. C'est un instrument de pouvoir. Il exige que les autres boivent beaucoup. L'homme ivre dit ce qu'il ne faut pas. L'homme ivre est sans défense. Ces dîners durent jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Le cercle est restreint. Toujours les mêmes. Staline, Beria, Malenkov, Khrouchtchev, Boulganine. Ces 4-là,
et lui. Ils mangent, ils boivent, ils regardent un film parfois. Staline adore les films. Il peut revoir le même plusieurs soirs de suite. Et ils parlent. De ce qu'on dit dans ces dîners, nous ne saurons presque rien. Ce qui se dit à Kuntsevo reste à Kuntsevo. La règle est ancienne, jamais transgressée. Mais ce 1er mars, derrière la porte, personne ne parle. Et dans le couloir, les gardes se taisent aussi. Ce qui s'est passé cette nuit-là, dans cette maison, dans ce couloir, devant cette porte, est devenu l'un des épisodes les plus disputés du XXe siècle. 40 ans durant, les documents sont restés enfermés. Une commission a travaillé en secret, ses conclusions ont été classifiées dans l'instant. Ce n'est qu'après 91 que les archives s'entr'ouvrent, partiellement, incomplètement, et qu'on commence à comprendre l'étendue de ce qui a été dissimulé. Pour l'heure, en cette aube de mars 53, ce qu'on sait avec certitude tient en peu de mots. Un homme puissant est tombé chez lui, la lumière est restée allumée, les heures ont passé, personne n'est entré. Ce couloir de la datcha de Kuntsevo est le couloir le plus dangereux de l'Union soviétique. Pas à cause d'un assassin, à cause d'une consigne, à cause de ce qu'elle a construit, depuis des années, dans la tête de chaque homme de service. Le système entier repose sur une peur très simple. Désobéir, c'est mourir. Et cette peur est devenue si profonde, si naturelle, si automatique, qu'elle fonctionne même quand le dirigeant gît par terre. Voilà l'image qu'il faut garder à l'esprit au début de cette histoire. Pas une date de naissance, pas un portrait sur un mur, pas une signature au bas d'un décret. Une porte, une lumière, des hommes immobiles de l'autre côté. Et derrière la porte, sur le plancher, dans une mare, seul, Iosif Staline, 73 ans, dirigeant d'un empire, essaie de comprendre ce qui lui arrive. Sa main droite remue à peine. Sa bouche veut former un mot qui ne sort pas. À côté de lui, sur la table basse, une bouteille d'eau minérale. Il a essayé de l'attraper. Il n'a pas pu. Il est encore vivant. Il le sera pendant 4 jours. Mais pour l'instant, ce 1er mars, personne ne le sait. Personne n'est entré. Personne n'a vu. Et la question déjà se pose, est-ce un accident? Est-ce une négligence? Est-ce autre chose? Ce qui est certain, c'est que le système qu'il a bâti, ce système qui oblige les hommes à se taire, à attendre, à ne jamais prendre d'initiative sans permission, ce système est en train de fonctionner à la perfection. Il fonctionne si bien qu'il tue son propre créateur. Une porte, une lumière, le silence. Voilà ce qui s'est passé cette nuit-là à Kuntsevo. Voilà ce que les archives ont mis 40 ans à confirmer. Voilà ce que personne, dans ce couloir, n'osait regarder en face. La nuit du 28 février au 1er mars 1953 commence comme les autres à la datcha de Kuntsevo. Un dîner, le rituel, la même table, les mêmes convives. Staline, Beria, Malenkov, Khrouchtchev, Boulganine. Autour, les serviteurs qui apportent, qui desservent, qui ne parlent pas. Les heures tournent. 3, 4 heures du matin. Staline est en forme ce soir-là. Il plaisante, il montre un film, quelque chose de soviétique, un film de production. Khrouchtchev ne se souviendra pas du titre exact. Et l'ambiance est, dit-on, normale. D'après les mémoires de Khrouchtchev, dictées bien des années plus tard, après sa mise à l'écart, ce dîner ne présentait rien d'exceptionnel. Staline de bonne humeur, qui plaisante, qui montre un film. C'est du moins ce que Khrouchtchev raconte. À la fin de la nuit, les invités prennent congé. Les voitures attendent devant le perron. Staline sort sur le seuil, fait un geste de la main, rentre à l'intérieur. C'est la dernière fois qu'on le voit debout. C'est la dernière fois qu'un être humain le voit faire un pas. Après cette main levée, il n'y a plus que la porte qui se referme.
À l'intérieur, la nuit continue. Stallone va s'effondrer seul dans sa chambre. Quand ? Personne ne le sait avec précision. Au milieu de la nuit sans doute. À un moment que les horloges ne peuvent pas situer, le cerveau se rompt. Une hémorragie commence. L'homme glisse sur le côté. Sa main gauche cesse de répondre. Sa jambe gauche cesse de répondre. Son visage se fige dans une torsion qu'il ne contrôle plus. Il tombe, près du divan, près de la table. Une bouteille d'eau minérale, une Narsan, est posée à portée. Il essayera de l'attraper. Sa main droite remue à peine. Le bouchon reste hors d'atteinte. Et la lumière reste allumée. Dans le couloir, les gardes sont à leur poste. La règle est inscrite en eux depuis longtemps. Personne n'entre sans convocation. La pièce du maître est le seul espace du pays où la porte est fermée et où personne n'a le droit de frapper. Tout le reste de l'Union soviétique peut être traversé, contrôlé, fouillé, perquisitionné à toute heure du jour et de la nuit. Cette porte, non. Le 1er mars, vers 10 heures du matin, la lumière s'allume. C'est un signal. D'habitude, cela veut dire que le maître est réveillé, qu'il va commencer sa journée, qu'il faut se tenir prêt. Les gardes respirent. Ils attendent le coup de fil intérieur, l'ordre, la convocation. Le téléphone ne sonne pas. 1 heure passe. 2. Les aiguilles passent midi, puis 13 heures, puis 14 heures. La lumière reste allumée. Le silence reste le silence. Les gardes se regardent. Ils n'osent pas. Il faut savoir ce qu'est la règle à Kuntsevo. Ce n'est pas une recommandation. Ce n'est pas un protocole. C'est une ligne tracée au couteau. Celui qui franchit cette porte sans y être invité sait ce qui l'attend. La mort n'est pas une métaphore. Elle est administrative, elle est prompte, elle ne souffre aucune exception. Pendant des années, pendant des décennies, le système a enseigné à ces hommes que la sécurité passe avant tout, y compris avant le salut du maître. La règle est plus forte que le maître. Parce que la règle, c'est le maître lui-même qui l'a écrite. Et le maître est derrière la porte. Le 1er mars, à 22 heures, 20 heures après le début du dîner, 18 heures après le départ des invités, un garde du nom de Losgatchov prend sur lui de briser la règle. Il invente un prétexte. Des colis de Moscou, dit-il, qui exigent une remise en main propre. C'est le seul motif qu'il a trouvé pour justifier d'avoir tourné la poignée. La porte s'ouvre. La lumière est allumée. Staline est par terre, seul, dans une mare d'urine, en sous-vêtements, vivant. Sa bouche veut parler et n'y arrive pas. Sa main droite se soulève à peine. Son visage est tordu. Losgatchov appellera plus tard ce moment sous protocole. Il racontera la position du corps, la mare, l'immobilité de la moitié gauche. Il racontera qu'il a fallu porter l'homme jusqu'au divan, qu'il pesait à peine, qu'il était brûlant. Le garde appelle le chef de la sécurité, Starostin. Starostin arrive, il regarde. Il ne téléphone pas à un médecin, il téléphone à Beria. C'est ici que la chaîne se verrouille. Beria est ministre de l'Intérieur. Beria est le patron de la police politique, de l'appareil de sécurité, de la garde elle-même. Starostin dépend de lui. À 11 heures du soir, ce 1er mars, Beria reçoit l'appel. La nouvelle remonte, Staline est tombé, il ne parle plus, il ne bouge plus. Beria ne vient pas. Sa réponse, telle qu'elle sera rapportée plus tard, tient en quelques mots. Staline dort probablement très profondément, la garde s'affole pour rien, il ne faut pas le déranger. Voilà la phrase. Quelques mots au téléphone. Et tout s'arrête. Parce que Beria a parlé. Et que Beria, c'est l'ordre. La chaîne d'hommes qui sépare le maître du monde se fige sur cette voie. Personne n'appellera de médecin cette nuit-là. Personne n'osera passer outre l'injonction implicite de Beria. La hiérarchie est plus forte que le bon sens, plus forte que la pitié, plus forte que la panique. Le système que Staline a construit fonctionne à la perfection. Il est en train de fonctionner contre lui.
Du moment où Losgatchov a ouvert la porte jusqu'au moment où un premier médecin se penchera sur Staline, il se passera 9 heures. 9 heures pendant lesquelles un homme de 73 ans, frappé d'une attaque, restera allongé, conscient peut-être par intermittence, sans aucun soin. 9 heures pendant lesquelles chaque minute qui passe diminue ce qui reste de chance. Un AVC, chaque minute compte. À un AVC, 9 heures, c'est un verdict. Ce premier médecin n'arrivera que le matin du 2 mars. Quand il franchira le seuil de la chambre, ses mains trembleront. Non pas à cause de l'importance du patient, mais à cause de la peur. Parce que l'affaire des blustes blanches est toujours ouverte. Parce que ce médecin sait que ses collègues ont été arrêtés pour avoir soi-disant tué des dirigeants. Parce qu'un diagnostic de travers, une phrase de travers, et ce n'est pas dans une chambre d'hôpital que son sort se jouera, mais dans les caves de la Loubianka. Mais ceci est une autre partie de l'histoire. Pour l'instant, nous sommes encore dans cette nuit. La nuit où Beria a dit non. La nuit où la chaîne s'est arrêtée. D'après les mémoires de Khrouchtchev, toujours sujets à caution, parce que dictés par un homme qui avait ses propres raisons de réécrire l'histoire après la chute de Beria, dans cette même nuit du 1er au 2 mars, les 4 du cercle se seraient rendus à la datcha. Beria, Malenkov, Khrouchtchev, Boulganine. Ils auraient regardé Staline sur le divan. Ils auraient estimé que les médecins n'étaient pas encore nécessaires. Ils seraient repartis. Khrouchtchev ajoute que Beria n'avait pas l'air effrayé, mais excité. Ce détail, Khrouchtchev le glisse. Il sait ce qu'il fait en l'écrivant. Nous y reviendrons. Pour l'heure, ce qui est certain, ce qui sort des archives et des protocoles déclassifiés dans les années 90, c'est ceci. Un homme est tombé dans la nuit du 28 février au 1er mars. La lumière est restée allumée pendant des heures. Les gardes ont attendu. La règle a tenu. Quand la règle a enfin été brisée, par un garde qui a eu le courage ou la folie d'inventer un colis de Moscou, l'homme sur le sol était vivant, mais déjà loin. 9 heures ont passé avant un médecin. 9 heures de silence, de portes fermées, de téléphones qui ne sonnent pas. Et au cœur de ces 9 heures, il y a une phrase, une seule phrase, qui suffit à elle seule à raconter l'époque. Celle de Beria cette nuit-là, au téléphone. 3 mots, ou à peine plus. Il dort. Ne le dérangez pas. Voilà comment meurent les empereurs dans les empires qu'ils ont construits. Pas sous le poignard d'un assassin, pas sous le coup d'un complot théâtral, sous le poids de leur propre architecture, sous le silence qu'ils ont eux-mêmes rendu obligatoire, sous la peur qu'ils ont eux-mêmes plantée dans les os de leurs serviteurs et qui continue de pousser après eux. Staline est encore vivant derrière cette porte. Il agonisera pendant 4 jours. Mais ce 1er mars, à 22 heures, quand la porte s'ouvre enfin, quelque chose est déjà fini. Ce qui meurt cette nuit-là, ce n'est pas seulement un vieil homme sur un plancher. C'est l'illusion que le système fonctionnait pour lui. Il a fonctionné contre lui. Et la question, désormais, ne se pose plus seulement à demi-mot. Elle se pose à voix haute, dans les archives qui s'entr'ouvrent 40 ans plus tard, dans les protocoles qui reviennent à la lumière, dans le regard des médecins qui ont soigné trop tard. La question est simple, et elle ne quittera plus le film. Qui a décidé que Staline pouvait attendre, et pourquoi ? Le matin du 2 mars, les médecins entrent enfin dans la chambre. Ils sont plusieurs. Ils ont été tirés du lit, convoqués dans l'urgence, et ils arrivent à la datcha de Kuntsevo avec de la terreur plein les mains. Pas l'émotion solennelle qu'on imagine devant un grand malade. Une autre terreur. Celle qui vient d'ailleurs. Celle qui vient de l'affaire des blouses blanches, qui n'est pas encore refermée, qui tourne encore à plein régime, qui a déjà envoyé 9 collègues derrière les barreaux. Chacun de ces médecins qui pose son stéthoscope sur la poitrine de Staline sait ce qu'il risque. Un diagnostic de travers, une phrase de travers, un silence de travers,
et c'est la Loubianka qui l'attend. Pas une chambre d'hôpital, les caves. Loukomski, l'académicien qui examinera Staline ce matin-là, racontera plus tard « C'est une reconstruction, car les mots exacts ne figurent pas dans les archives, que ses mains tremblaient. Pas à cause du patient, à cause du système, à cause de ce que le système venait de faire à ses pairs. Quand il pose ses doigts sur le poignet du maître, il ne soigne pas seulement un corps, il joue sa propre vie. Le diagnostic tombe. Hémorragie cérébrale, AVC massif. La partie gauche du corps est paralysée, le visage est tordu, la parole est perdue. La conscience va et vient, comme une flamme dans un courant d'air. Staline est vivant, mais il est déjà de l'autre côté. Les médecins peuvent à peine l'atteindre. Pendant les heures qui suivent, l'entourage se met en place. La nuit précédente, du 1er au 2 mars, les 4 du cercle, Beria, Malenkov, Khrouchtchev, Boulganine, se sont rendus à la datcha. D'après Khrouchtchev, ils ont regardé Staline. Ils ont jugé qu'il était trop tôt pour appeler les médecins, ils sont repartis. Khrouchtchev ajoute que Beria n'était pas effrayé, mais excité. Ce détail, Khrouchtchev le glisse dans ses mémoires. Il sait ce qu'il fait en l'écrivant. Quand ses mémoires sont dictées, Beria est mort depuis longtemps, arrêté, jugé, exécuté en décembre 53. Khrouchtchev peut écrire ce qu'il veut. Il faut garder cela en tête. Mais le détail reste. Il est planté là, il ne s'efface pas. Ce qui est certain, ce qui sort des archives déclassifiées et des protocoles, c'est que la chaîne de décision a existé, et que cette chaîne a retardé l'arrivée des médecins, et que ce retard a un effet. Le 2 mars au soir, un épisode. Staline, étendu sur le divan, lève sa main droite valide. Son doigt se tend. Il pointe quelque chose sur le mur, une image, une petite fille qui nourrit un chevreau. Personne ne sait ce qu'il veut dire. Le geste est faible, le doigt retombe. Personne ne saura jamais si c'est un spasme d'un cerveau qui s'éteint ou une dernière tentative de parler à travers une image. Le tableau reste là. La petite fille reste là. La question reste là. Le 3 mars, l'hémorragie s'étend. La respiration devient hachée, lourde. Le corps lutte, mais le combat est déjà perdu. Les bulletins médicaux destinés au peuple soviétique sont publiés 3 fois par jour. On y parle de troubles graves de la circulation sanguine. C'est la formulation officielle. En dessous, il y a l'agonie. Pendant ce temps, le pays entier se tait. Pas le silence complice de la datcha, un autre silence, plus vaste, plus nu. Dans les usines, les ouvriers se rassemblent autour des haut-parleurs. Dans les kolkhozes, les gens pleurent. Pas par ordre, pas par calcul. Pleurent. Staline a dirigé 29 ans. Sa mort possible est, pour des millions de gens simples, la fin du monde connu. Ils ont grandi avec lui. Ils ont perdu avec lui. Ils ne savent pas faire sans lui. Les larmes sont vraies. Cela ne les rend pas moins tragiques. À Moscou, les gens marchent vers le centre. Pas pour crier, pas pour demander, pour marcher, pour être ensemble, pour être proche du centre où quelque chose se passe qui les dépasse. Sur la place Troubnaïa et dans les rues adjacentes, la foule s'amasse. Centaines de milliers de personnes. La presse ne le dira jamais, mais la cohue qui suit le décès fera des morts. Plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers, des gens écrasés par la foule en voulant approcher un cercueil. Le chiffre exact est resté secret. Il le reste. Pendant ces 4 jours, à la datcha, les choses avancent en parallèle. La médecine qui ne peut presque plus rien, la politique qui commence déjà. Les bulletins médicaux sortent, mais dans les couloirs, dans les pièces voisines, dans les voitures qui arrivent et repartent, les discussions sont déjà sur autre chose. Sur qui ? Sur quoi ? Sur quand ? La mécanique du pouvoir ne s'arrête pas pour une agonie. Elle accélère. Le 5 mars, à 21h50,
Staline meurt. Le médecin Miasnikov, qui est au chevet, décrit la scène. Une agonie. Une respiration qui se défait. Le visage qui s'assombrit. Une dernière inspiration, brusque, et puis plus rien. Beria sort le premier de la pièce. Il traverse le couloir, et là, selon les témoignages de la garde, ce ne sont pas des mots écrits sous serment, ce sont des souvenirs qui circuleront ensuite, à prendre comme une reconstruction. Il dit quelque chose. Quelque chose comme « enfin ». Un mot. Peut-être pas exactement celui-là. Quelque chose dans ce goût-là. Le mot d'un homme qui a attendu. Khrouchtchev racontera la scène autrement. Selon lui, Beria ne s'est même pas donné la peine de feindre. Il a manifesté ouvertement son soulagement. Mais ce récit est postérieur à l'exécution de Beria. Khrouchtchev peut écrire ce qu'il veut. Cela ne signifie pas que le récit soit faux. Cela signifie qu'il faut le lire en gardant à l'esprit que l'homme qui le porte avait tout intérêt à charger le disparu. Ce qui est certain, ce que personne ne conteste, c'est ceci. Personne dans cette pièce n'a pleuré. Personne n'a eu l'air accablé. La douleur, ce jour-là, n'était pas au rendez-vous. Ce qui était au rendez-vous, c'était autre chose. Un calcul, une attente, un soulagement que personne n'osait nommer. Voilà le tableau. Un homme qui a fait trembler le monde, qui a dirigé pendant un quart de siècle, qui a déplacé des peuples entiers, qui a fait arrêter ses propres médecins, qui a fait exécuter ses propres généraux, qui a fait mourir des millions de gens dans les déportations, dans les purges, dans la famine. Cet homme meurt dans son lit, ou plutôt sur un divan, dans une mare qui a séché depuis longtemps, sous le regard de médecins qui tremblent pour leur propre vie. Et le premier homme à quitter la pièce prononce un mot qui ressemble à « enfin ». Et puis le corps est encore tiède que déjà, dans une autre pièce de la datcha, ou dans une voiture qui repart vers Moscou, les voix se mettent à parler d'autre chose, de la succession, des postes, du partage. Le plan est déjà prêt. Le plan a été prêt très vite, trop vite. Le 5 mars au soir, Staline meurt. Le 6 mars au matin, le nouveau partage est publié. Malenkov devient président du Conseil des ministres. Beria devient premier vice-président et ministre de l'Intérieur. Khrouchtchev prend la direction du parti. Tout est prêt. Tout est en place. Tout fonctionne. Voilà ce qui s'est passé à la datcha de Kuntsevo entre le 1er et le 5 mars 1953. Voilà ce que les médecins ont vu, en tremblant. Voilà ce que la garde a vu, en se taisant. Voilà ce que le pays a vu, à travers les haut-parleurs des usines et les larmes des kolkhozes. Voilà ce qui est sorti de cette chambre, par la porte qui s'était ouverte la veille au soir, sur un homme couché par terre. Le système n'a pas seulement laissé mourir Staline. Le système a continué, sans une seconde d'hésitation, comme s'il n'avait jamais dépendu d'un seul homme. Et c'est peut-être la dernière preuve, la plus glaçante, que le système avait depuis longtemps dépassé son créateur. La suite se joue dans les archives. Ce qui était secret va mettre 40 ans à s'entr'ouvrir. Ce qui était connu de quelques-uns va devenir lisible par tous. Et ce que nous apprendrons alors, ce n'est pas seulement comment Staline est mort. C'est ce que la mort de Staline a révélé de l'empire qu'il avait laissé derrière lui. 40 ans. 40 ans durant, ce qui s'est passé à la datcha de Kuntsevo entre le 1er et le 5 mars 1953 reste enfermé. Pas seulement dans les mémoires des survivants, dans les archives, dans les tiroirs fermés à triple tour d'un système qui s'est verrouillé. La commission qui enquête sur la mort de Staline travaille en silence. Ses conclusions sont classifiées dans l'instant. Elles resteront sous le sceau pendant presque 40 ans. Ce n'est qu'après 91 que les portes s'entr'ouvrent, partiellement, incomplètement, et que ce qui avait été enterré commence à remonter à la lumière. Ce qui sort des archives, ce sont d'abord des documents médicaux, le dossier de santé de Staline des dernières années. Le tableau est accablant, et il n'a rien de mystérieux.
hypertension installée depuis longtemps, athérosclérose, maux de tête violents, vertiges, un corps usé, sous tension depuis des décennies, qui finit par lâcher. Les médecins qui le suivent encore, ceux qui n'ont pas été arrêtés dans l'affaire des blustes blanches, ont tenté à plusieurs reprises de le convaincre de ralentir. Sans succès. En automne 52, l'un des derniers praticiens en qui Staline a encore confiance lui recommande le repos complet. Staline répond quelque chose, le contenu exact de cette réponse n'est pas dans les archives, mais la nature de la réponse, oui. Une réponse après laquelle le médecin a jugé préférable de ne plus jamais reposer la question. Voilà le climat. Le médecin sait qu'insister, c'est se condamner. Il se tait. Ce qui sort des archives, ce sont ensuite les documents de la commission de 53. La commission a existé. Peu de gens le savaient. Elle a travaillé vite, dans l'ombre. Son verdict, déclassifié en partie en 92, est d'une bureaucratie redoutable. Sur le langage administratif du document soviétique, il dit une chose très simple. La traduction honnête de la formule soviétique est celle-ci. L'appel au médecin a été retardé sans justification. Sur le papier soviétique, cela veut dire « il était possible d'appeler plus tôt. On a choisi de ne pas le faire ». Le document ne nomme personne. Le document ne donne pas d'ordre signé. Le document ne dessine pas une main criminelle. Il dit seulement que le retard n'était pas justifié. Et il laisse à l'historien le soin de reconstituer, à partir des horaires, des appels, des présences, des silences, qui a pesé sur cette décision. Les protocoles d'interrogatoire de la garde, qui sortiront plus tard des mêmes archives, racontent la même scène avec de petites variations. Staline est trouvé par terre, entre le divan et la table. À côté de lui, la bouteille de Narsan. Il a essayé de l'atteindre. Cela signifie quelque chose que les médecins souligneront plus tard. Il était conscient, au moins par intermittence. Il comprenait ce qui lui arrivait. Il essayait, avec sa main valide, de faire quelque chose. Et il n'a pas pu. Combien de temps s'est-il écoulé entre la chute et la découverte ? Les archives ne permettent pas de le dire avec précision. Par recoupement, par indice, on arrive à ceci. Plusieurs heures. Peut-être depuis le petit matin, peut-être plus longtemps. Pendant tout ce temps, il était seul. Derrière une porte fermée à laquelle personne ne toquait. Sous une lampe qui ne s'éteignait pas. Ce qui sort des archives, ce sont enfin des fragments de procès-verbaux de réunions du cercle le plus étroit. Pas les réunions elles-mêmes, une grande partie a été détruite ou reste inaccessible, mais des bribes, des recoupements, des concordances. Et ce que ces bribes dessinent, c'est un calendrier qui sert. Dans les semaines qui précèdent le dîner du 28 février, plusieurs rencontres ont lieu dont les journaux de visite officiels ne gardent aucune trace. On le sait par les journaux des gardes, par les souvenirs des subalternes, par des trouvailles d'archives plus tardives. Les participants ne sont pas tous établis avec certitude. Beria, Malenkov, probablement d'autres. L'objet de ces rencontres n'est nulle part. Mais le fait que ces rencontres n'aient pas laissé de traces, dans un système où l'on enregistre tout, où chaque déplacement est consigné, où chaque visiteur signe un registre, ce fait-là parle de lui-même. Dans une machine à écrire l'histoire, l'absence d'écriture est aussi une écriture. Et ce que cette absence écrit, c'est qu'il y avait des choses qui ne devaient pas être écrites. Voilà pour les archives. Voilà pour les documents. Voilà pour la partie froide, vérifiable, datée, signée. Ce qui en sort, ce n'est pas un complot avec une signature au bas. C'est une chaîne de décision. Une chaîne qui commence quelque part, dans les couloirs de la veille, qui passe par un coup de téléphone de Starostin à Beria, qui passe par la phrase de Beria « Staline dort, ne le dérangez pas », qui passe par la nuit du 1er au 2 mars, qui passe par la visite des 4 à la datcha, qui passe par la décision de ne pas appeler les médecins cette nuit-là, qui passe par l'arrivée des médecins le 2 mars au matin, 9 heures plus tard que possible. Tout est documenté, rien n'est nommé,
Et c'est peut-être la forme la plus terrifiante de la vérité qu'un système peut produire. Un système où tout est noté, sauf l'essentiel. Où tout est archivé, sauf ce qui compte. Et puis il y a le témoignage du médecin Smirnov, sorti lui aussi dans les années 90, à prendre comme reconstruction plutôt que comme citation exacte, car les mots précis ne sont pas dans les archives. Smirnov a soigné Staline dans les derniers mois de sa vie. Il affirme avoir prévenu un nouveau stress intense, un choc physique, et le maître ne passera pas le cap. Ces avertissements, dit Smirnov, ont été transmis à la garde. La garde, à Kuntsevo, dépend de structures elles-mêmes dépendantes de Beria. La chaîne, encore une fois. La chaîne qui passe par Beria. Voilà ce qui est sorti des archives. Voilà ce qui s'est ouvert après 91. Ce n'est pas une bombe, c'est un faisceau d'indices. Une convergence qui ne dit pas tout, mais qui ne permet plus de ne rien dire. La phrase de la commission de 53, « Le retard n'était pas justifié », est comme un caillou dans une chaussure. On ne peut plus l'ignorer. On ne peut pas non plus en faire une preuve complète. Et au milieu de tout cela, il y a la vitesse de la succession. Le 5 mars au soir, Staline meurt. Le 6 mars au matin, la nouvelle répartition du pouvoir est publiée. Malenkov au Conseil des ministres, Beria, premier vice-président, et à l'intérieur. Khrouchtchev à la tête du parti, Boulganine à la présidence du Conseil. Tout est prêt, tout est en place, tout fonctionne. Cette vitesse-là, cette absence totale de chaos, cette fluidité dans le transfert, voilà un autre indice. Un système qui se remplace en quelques heures est un système qui s'était préparé. Et c'est ici que les archives cessent de parler et que les hypothèses commencent. Parce que les archives ne diront jamais ce qui s'est dit dans ces rencontres sans trace. Elles ne diront jamais ce que Beria avait en tête en prononçant sa phrase au téléphone. Elles ne diront jamais si le retard était simplement de la lâcheté ou autre chose. Elles donnent des faits, elles dessinent un cadre, elles laissent le centre vide. Le centre vide, c'est là que commence l'histoire vraie, pas celle des documents, celle des hommes. Ce que les archives ne diront jamais, c'est ce que Beria a pensé pendant cette nuit, ce que Malenkov a calculé, ce que Khrouchtchev a tu, ce que Boulganine a préféré ne pas voir. Ce qui s'est dit dans ces pièces où personne n'enregistrait, dans ces voitures qui roulaient vers Moscou dans la nuit du 1er mars, quand le maître agonisait derrière une porte que personne n'ouvrait. Voilà ce qui est sorti des archives, voilà ce qui est resté dedans. Et voilà la frontière sur laquelle cette histoire se tient désormais, à la lisière entre ce que l'on sait et ce que l'on ne saura peut-être jamais. La prochaine étape, c'est de regarder les deux lectures possibles de ce que les archives ne disent pas, et de ne pas tricher avec le titre qui promet la vérité révélée. Parce que la vérité révélée, ici, n'est pas celle qu'on imagine. C'est une vérité plus plate, plus administrative, plus soviétique en un sens. Une vérité de formulaire. Une vérité qui laisse le trou au milieu, et qui ne le referme pas. Il faut être plus honnête que le titre de la source. Le titre promet la vérité révélée. C'est une accroche. Ce n'est pas un fait. Ce qu'il faut raconter maintenant, c'est ce que les archives n'ont pas tranché. Ce sont deux lectures, deux grilles de lecture, deux chemins possibles sur le même faisceau d'indices. Et il ne faut pas trancher à la place de l'histoire, parce que l'histoire n'a pas tranché. La première lecture est médicale. C'est la lecture du rapport d'autopsie, qui n'est pas une hypothèse, mais un document. Un homme de 73 ans, hypertendu depuis des années, athéroscléreux, soumis à un rythme de travail démentiel depuis des décennies. Une hémorragie cérébrale massive. Point. La mort est explicable sans avoir besoin de rien ajouter. Le corps a lâché. Le corps, à cet âge, avec ce passif, dans ces conditions, pouvait lâcher n'importe quel soir. Et il a lâché ce soir-là. Pas de poison, pas de main criminelle, pas de rencontre secrète. Une artère qui se rompt. C'est la lecture propre. C'est la lecture qui ne demande qu'un nom et un état civil.
La deuxième lecture est celle de plusieurs historiens et de plusieurs journalistes qui ont travaillé sur ces mêmes archives dans les années 90 et 2000. Leur hypothèse est défendable, elle n'est pas prouvée, elle est discutée. Elle dit ceci. Un anticoagulant du groupe de la warfarine aurait été administré à Staline, probablement par Beria, dans les jours ou les heures qui ont précédé la catastrophe. Cette hypothèse ne contredit pas le rapport d'autopsie. Elle ne dit pas qu'il n'y a pas eu d'hémorragie cérébrale. Elle dit que l'hémorragie a peut-être été déclenchée ou aggravée ou rendue plus probable par une intervention extérieure. Pourquoi cette hypothèse est-elle défendable ? Parce qu'elle rend compte d'un certain nombre de choses que la première lecture laisse en suspens. Pourquoi ces rencontres sans trace dans les jours qui précèdent ? Pourquoi ce coup de téléphone de Beria au milieu de la nuit ? Et cette phrase « Staline dort, ne le dérangez pas », qui n'est pas une phrase de médecin, ni de garde du corps, mais une phrase de décideur. Pourquoi cette réunion au chevet, dans la nuit du 1er au 2 mars, avec ces 4 hommes qui regardent Staline et décident que les médecins ne sont pas encore nécessaires ? Pourquoi ce délai de 9 heures entre la découverte et les premiers soins ? La warfarine n'explique pas tout, mais elle donne un cadre possible à un certain nombre d'éléments qui, sans elle, restent en l'air. Pourquoi cette hypothèse n'est-elle pas prouvée ? Parce que les preuves directes manquent. Il n'y a pas de traces documentées d'une administration de produits. Il n'y a pas de témoin oculaire d'un geste. Il n'y a pas d'aveu. Les archives qui sont sorties n'ont pas livré cette pièce-là. Et il est possible qu'elles ne la livreront jamais, soit parce que la pièce n'a jamais existé, soit parce qu'elle a été détruite. Voilà la frontière. D'un côté, un document d'autopsie solide. De l'autre, un faisceau d'indices convergents. Et au milieu, le trou. Il y a un autre élément que cette deuxième lecture éclaire, et que la première ne permet pas de comprendre. C'est la question du calendrier personnel de Beria. Pourquoi Beria aurait-il eu intérêt à la mort rapide de Staline ? Plusieurs sources, dont les notes de Molotov rédigées sur le tard, indiquent que Staline préparait une nouvelle grande purge. Une purge qui, cette fois, ne visait plus les vieux ennemis du régime, ni les médecins juifs, ni les paysans. Elle visait le cercle. Beria, Malenkov, peut-être d'autres. Staline aurait eu l'intention de frapper ses propres lieutenants. Les notes de Molotov, même prises avec toutes les précautions qu'impose un document rédigé par un vieil homme qui arrange ses souvenirs, ne sont pas isolées. D'autres signaux vont dans le même sens. Si cette piste est exacte, alors Beria n'avait pas besoin d'une raison abstraite pour vouloir la mort de son maître. Il avait une raison littérale, immédiate, vitale. Sa propre vie. Et dans cette configuration, l'hypothèse de la warfarine cesse d'être une hypothèse de polar. Elle devient une hypothèse de survie. Voilà pour la deuxième lecture. Voilà pour ses défenseurs, qui sont des historiens et des journalistes identifiables, dont les noms apparaissent dans la littérature spécialisée des années 2000. Voilà pour ses faiblesses, qui sont l'absence de preuves directes et le rapport d'autopsie qui s'explique aussi sans elles. Il y a une troisième pièce, qui ne dépend pas du choix entre les deux lectures. C'est le calendrier de l'après. L'affaire des blouses blanches, qui courait depuis janvier 1953, est refermée quelques semaines après la mort de Staline. Fin mars 1953, les médecins arrêtés sont libérés. Le processus est déclaré fabriqué de toutes pièces. Beria prend personnellement à son compte la responsabilité de cette clôture. La vitesse à laquelle cette décision est prise, après la mort de Staline, suggère qu'elle avait été préparée avant. Que la fermeture du dossier attendait seulement que le maître ne soit plus là pour s'y opposer. Il y a une quatrième pièce. Les réunions de Beria, Malenkov, Khrouchtchev, Boulganine, dans la nuit du 1er au 2 mars. Le contenu de ces réunions est en partie détruit, en partie inaccessible. Les fragments qui restent, et que les historiens citent avec prudence, indiquent qu'il y a été question, déjà, du partage futur du pouvoir. Avant la mort officielle. Avant le 5 mars. Dans la chambre où le maître agonise. Cette pièce-là, à elle seule, ne prouve rien sur la warfarine.
mais elle prouve que ces 4 hommes cette nuit-là avaient basculé dans un autre registre, le registre de l'après. Et il y a la suite, ce qui arrive à chacun des 4. Beria est arrêté en juin 53, en pleine réunion du présidium du comité central, par ses propres collègues. Jugé en décembre 53, exécuté. Son procès est, aujourd'hui, reconnu par la quasi-totalité des historiens comme fabriqué. Beria était une cible commode. On pouvait lui faire porter tous les manteaux. Il ne pouvait plus se défendre. Pourquoi a-t-il été éliminé si vite après Staline ? Parce qu'il en savait trop. Parce qu'il aurait pu parler. De cette nuit, de ces heures, de ce retard, de ce qui s'était peut-être dit dans ces rencontres sans trace. Malenkov tient 3 ans. En 1956, lors du 20e congrès, Khrouchtchev lance la déstalinisation. Malenkov est progressivement écarté. Il finit sa vie à 86 ans, dans une autre Moscou, dans un autre pays, en homme tranquille. Khrouchtchev porte le coup d'envoi de la déstalinisation. Lui-même est écarté en 64. Il meurt à 71 ans. Boulganine tombe avec Malenkov. Tous survivent à Beria. Aucun ne parle. Aucun ne dira, dans un document, dans un entretien, dans un enregistrement, « Nous savions qu'il était en train de mourir, nous avons choisi de ne pas nous presser. » Le silence, ici aussi, est une réponse. Voilà où en est l'histoire. 2 lectures. Un document d'autopsie, une hypothèse défendable et non prouvée, des indices convergents, et un silence qui ne s'est jamais brisé. Ce qu'il faut dire aux spectateurs, c'est ceci. Il n'y a pas, à ce jour, de preuve que Staline a été empoisonné. Il n'y a pas, à ce jour, de preuve qu'il ne l'a pas été. Le rapport d'autopsie penche d'un côté, le faisceau d'indices penche de l'autre. Et l'historien honnête, à ce stade, ne tranche pas. Il dit ce qu'il sait, il dit ce qu'il ne sait pas. Il laisse la porte ouverte. Mais il y a une chose que les 2 lectures partagent, et c'est peut-être la plus importante. Dans les 2 cas, ce qui s'est passé à la datcha de Kuntsevo dans la nuit du 1er mars, c'est que les hommes qui avaient le pouvoir de faire quelque chose ont choisi de ne rien faire. Que ce choix ait été dicté par la peur, par le calcul, par l'attente d'un bénéfice, par une décision déjà ancienne, le résultat est le même. 9 heures sans médecin, un homme qui agonise, et un système qui tourne, mécaniquement, sans son maître. Voilà ce qui reste quand on a fini de peser les 2 lectures. Pas un verdict, une question. Et la réponse, si elle existe, n'est pas dans les archives. Elle est dans la tête des morts. Le corps est encore tiède que déjà la mécanique tourne. Le 5 mars au soir, Staline meurt. Le 6 mars au matin, le pays a un nouveau gouvernement. Pas une journée de flottement, pas une heure. La succession est publiée dans la presse comme si elle avait été rédigée la veille, et peut-être qu'elle l'a été. Malenkov au Conseil des ministres, Beria à l'intérieur, premier vice-président, Khrouchtchev à la tête du parti, Boulganine à la présidence. Tout est prêt, tout est en place. Le système n'a pas vacillé une seconde, il a continué. Et puis viennent les funérailles. Le corps est exposé dans la salle des colonnes, à Moscou. La file s'étire sur des kilomètres. Les gens marchent vers le centre comme ils ont marché toute la semaine. Pas pour crier, pas pour demander, pour être là, pour voir, pour toucher, du regard ou de la main, quelque chose qui ressemble à la fin d'un monde. Le chagrin est sincère, dans les kolkhozes comme dans les usines. Les gens qui pleurent ne pleurent pas par ordre. Ils pleurent parce qu'ils ne savent pas faire sans lui. Parce que pendant 29 ans, leur vie a tourné autour de lui. Parce que, même quand il les écrasait, il était là. Et dans cette foule immense qui se presse vers la salle des colonnes, la cohue fait des morts. Des gens sont écrasés, des gens suffoquent, des centaines, peut-être des milliers. Les chiffres exacts ne seront jamais publiés. Le chiffre reste secret, comme tant d'autres choses dans cette époque. Des gens meurent,
en venant dire adieu à un homme qui a fait mourir des millions de gens. Cette image-là, seule, suffirait à résumer un siècle. Voilà pour l'après. Voilà pour le pays. Voilà pour la surface. Maintenant, il faut descendre. Le maître de l'URSS, l'homme qui a fait trembler le monde, l'homme qui a déplacé des peuples entiers, déporté des nations, cassé des générations, l'homme dont le nom suffisait à faire taire une salle. Cet homme est mort dans une mare d'urine, sur le plancher de sa propre chambre, dans une datcha en bois dans une forêt de pins. Seul. Derrière une porte fermée. Et ceux qu'il appelait ses plus proches, ceux qu'il avait choisis, ceux qui tenaient entre leurs mains les rênes de l'empire qu'il avait bâti, ces hommes étaient de l'autre côté de la porte. Ils entendaient. Ils ne sont pas entrés. Pas tout de suite. Pas pendant des heures. Voilà le tableau. Et ce tableau ne demande pas de complot pour s'expliquer. Le complot, c'est une explication romanesque. Ce qui s'est passé à Kuntsevo n'est pas romanesque. C'est administratif. C'est la logique d'un système qui a fonctionné trop bien et qui a fini par se retourner contre son propre créateur. Staline a bâti un État comme une machine à produire de la peur. Cette machine a écrasé des millions de gens. Elle a écrasé les paysans, les ouvriers, les intellectuels, les militaires, les soldats, les soldates, les juifs, les polonais, les ukrainiens, les tchétchènes, les coréens, les allemands de la Volga, et la liste n'a pas de fin. Elle a écrasé ses propres médecins. Elle a écrasé ses propres généraux. Elle a écrasé ses propres amis, ses propres complices, ses propres bourreaux. Personne autour de lui n'était à l'abri. Personne ne se sentait à l'abri. Et c'est précisément cette peur généralisée, devenue réflexe, devenue conti, devenue la matière même dont était fait le silence. C'est précisément cette peur qui a empêché les gardes de toquer à cette porte, qui a empêché Starostin d'appeler un médecin, qui a empêché les 4 du cercle de faire venir quelqu'un cette nuit-là, qui a permis à Beria de dire au téléphone « Il dort, ne le dérangez pas », et qui a fait que cette phrase soit obéie. Voilà la mécanique. Pas besoin de warfarine, pas besoin de rencontres secrètes, pas besoin de mains criminelles. La peur suffit. La peur que Staline a lui-même plantée dans les os de ses serviteurs a fait le travail. La peur a tué Staline avant l'hémorragie. La peur a paralysé les sauveteurs possibles. La peur a transformé chaque minute de soin possible en minute d'hésitation. Et chaque minute d'hésitation un AVC, c'est du cerveau qui meurt. Le système que Staline a passé 30 ans à construire a donc continué, après lui, avec une précision mécanique. Et il a produit, en continuant, la preuve qu'il n'avait jamais eu besoin de son créateur. Le créateur avait été, en un sens, un obstacle. Un être humain, avec un corps qui s'use, avec une santé qui décline, avec une finitude que le système, lui, ne connaît pas. En mourant, Staline a libéré le système de cette limite. Et le système a fonctionné, plus fluidement peut-être qu'il n'avait jamais fonctionné. Voilà ce qui est glaçant. Pas le meurtre, pas le poison, pas le poignard. Le silence. Le silence qui dure 18 heures, puis 4 jours, puis 40 ans. Le silence qui se prolonge dans les archives fermées. Le silence qui s'entr'ouvre à peine et qui ne livre que des formulaires. Le silence des médecins qui n'osent pas diagnostiquer. Le silence des gardes qui n'osent pas entrer. Le silence des 4 qui n'osent pas appeler. Le silence du pays qui pleure, sincèrement, sans comprendre ce qui pleure vraiment. Et dans ce silence, il y a une légende. Une légende qu'on ne peut pas vérifier. Une légende qui est peut-être née plus tard et qui ne figure dans aucun document. La légende dit que Beria, après avoir quitté la chambre où Staline venait de mourir, a traversé le couloir de la datcha en direction de sa voiture. Et qu'il sifflotait. On ne peut pas le vérifier. On ne pourra jamais le vérifier. C'est une histoire qui circule après coup, comme circulent les histoires, dans les pays qui ont trop de raisons de haïr leur maître.
Mais cette légende, justement parce qu'elle ne peut pas être prouvée, dit quelque chose de plus précis que les documents. Elle dit l'atmosphère. Elle dit ce qui n'était pas montrable. Elle dit le soulagement qu'on n'osait pas afficher. Elle dit la joie qu'on devait cacher. Elle dit la liberté qui arrivait avec la mort du maître. La liberté pour ceux qui restaient, pas pour ceux qui l'avaient fait mourir. Voilà ce qui reste. Pas une vérité révélée. Pas un complot démasqué. Pas un coupable nommé. Une mécanique. Une architecture. Une peur qui a duré plus que son créateur, qui a survécu à son créateur, qui a tué son créateur sans avoir besoin de le vouloir. Staline est mort d'une hémorragie cérébrale. C'est le document. Mais ce qui l'a tué, ce n'est pas seulement l'hémorragie. C'est l'impossibilité d'être secouru. C'est l'impossibilité d'être atteint. C'est l'architecture même du pouvoir qu'il avait construite qui rendait le secours impossible, parce que le secours aurait supposé une initiative, et que toute initiative, dans ce système, était mortelle. La question qui reste n'a pas de réponse, ou plutôt elle n'a qu'une réponse, et cette réponse est non. La question est, Staline aurait-il pu survivre dans le système qu'il avait créé? Et la réponse est non. Non pas parce que quelqu'un a décidé qu'il devait mourir, mais parce que le système ne laissait aucune place au sauvetage. Le système rendait le sauvetage impossible. Le système rendait toute initiative mortelle. Et un homme seul, derrière une porte fermée, dans un système pareil, est un homme mort, quelle que soit la cause immédiate de sa mort. Voilà ce que cette histoire montre, au fond. Pas un assassinat, pas un mystère. Une vérité plus plate, plus administrative, plus terrifiante. Un système qui mange les siens. Un système qui se dévore lui-même. Un système qui, à la fin, n'a même plus besoin de son tyran pour fonctionner. Il suffit que la porte reste fermée. Il suffit que personne n'ose entrer. Il suffit que la peur fasse son office, une dernière fois, contre celui qui l'a créé. Voilà ce que les archives ont mis 40 ans à confirmer. Pas un crime, un diagnostic. Le diagnostic d'un système qui a survécu à son propre architecte. Et c'est peut-être la dernière victoire de Staline. Avoir bâti quelque chose qui, même après sa mort, n'a pas cessé de lui obéir, qui a continué à se taire quand il aurait fallu parler, à attendre quand il aurait fallu agir, à fermer les portes quand il aurait fallu les ouvrir. Un système qui, jusqu'au bout, a été plus fort que son maître, plus fidèle que ses serviteurs, plus durable que le vieil homme couché sur le plancher. Voilà ce qui s'est passé à Kuntsevo. Voilà ce que la source, dans son titre, promet de révéler. Et voilà ce que la source, malgré son titre, ne peut pas promettre de trancher. Parce que la vérité ici n'est pas un verdict. La vérité ici est un paysage. Un paysage de portes fermées, de couloirs vides, de téléphones qui ne sonnent pas, de silences qui durent plus longtemps que les hommes qui les font. Et c'est ce paysage, plus que toute autre chose, qui mérite d'être regardé. Parce que ce n'est pas seulement le paysage de Staline, c'est le paysage de tous les systèmes qui transforment la peur en architecture, et qui finissent, un jour ou l'autre, par se dévorer eux-mêmes.